Blotti dans ses remparts au sud du rocher Corneille, comme un cerneau dans sa coquille, ainsi devait apparaître la bonne ville du Puy au XVIIe siècle, avec couvents, églises, hôtels seigneuriaux et bourgeois. Ici la commanderie hospitalière Saint-Jean qui deviendra le quartier Saint-Jean. Dès le XIIIe siècle, au sud de la ville du Puy, un simple ruisseau bordé de saules serpentait dans un pré. Dans cette zone constamment inondée se trouvaient quelques ouvroirs de tanneurs, des masures paysannes et des moulins. C'est là, sur la rive droite du Dolaison, qu'entre 1285 et 1287 s'établirent les frères des Carmes. Au XVIe siècle, l'unique pont reliant à cet endroit la rive droite du Dolaison à la ville fut emporté par une inondation. Plus à l'ouest apparaît ce qui deviendra le quartier des Carmes, avec la commanderie templière Saint-Barthélemy, et au loin le faubourg Saint-Gilles, avec le couvent des Cordeliers. Entre les deux s'étendait au Xe siècle une sorte de terrain vague, public, de 8 hectares et demi, appelé Brolium. Étymologiquement, il fut ensuite nommé Breuil au XIVe siècle, Breuil ou Breuil au XVe siècle, place du Breul au XVIIIe siècle, puis place de la République sous la Révolution. Mais la tradition lui conserva la désignation de Breuil. Ce fut la propriété des évêques jusqu'à la Révolution. La prairie était réservée à la pâture et au fauchage du foin. En dehors de ces périodes, le bon peuple avait le droit de s'y esbaudir jusqu'au premier vendredi de mars, ce qui ne l'empêchait pas, pendant les périodes non autorisées, de convoiter quelques avantages des lieux, délits à l'origine de conflits fréquents. Au VIe siècle, il fera l'objet d'un don au prieuré de Saint-Pierre-le-Monastier. Ainsi se présentaient les lieux. Une vaste prairie, donc située au sud de la ville du Puy, entre la porte Saint-Gilles à l'ouest et la porte d'Avignon à l'est. Les fortifications, apparues dès le XIIIe siècle, évoluèrent jusqu'au XVe siècle où l'on creusa des fossés. Devant la porte Saint-Gilles se trouvait l'hôpital du même nom, avec un petit cimetière destiné à recevoir les dépouilles des pestiférés. À la porte Aiguière, des conduits souterrains permettaient d'évacuer les eaux usées qui s'écoulaient ensuite vers le Dolaison. Au sud-ouest, en 1223, Étienne de Chalencon, évêque du Puy, fit construire le futur couvent des Cordeliers sur un vaste terrain à quelques 500 mètres de la porte Saint-Gilles. Au nord-est, la porte d'Avignon était plus proche du Dolaison, dont les rives étaient bordées de tanneries. Tout près se trouvait la commanderie Saint-Barthélemy, rasée en 1960 pour laisser place à un immeuble moderne. En 1937, les Penaud vinrent flâner ou se réunir sur une allée ombragée qu'ils appelaient Promenade du Breuil. Peut-être faisait-on déjà le Breuil, selon une expression du XXe siècle disparue depuis. L'idée vint un jour aux Penaud de doter cet espace de bâtiments dignes de leur ville. Ainsi naquit, vers 1820, un premier projet d'aménagement de la prairie. On conservait le cours Galard au nord, un certain nombre de bâtiments tout autour, dont une salle de spectacle à l'est. La préfecture, initialement installée dans l'hôtel particulier des Polignac, dans la ville haute, fut transférée en 1825 au sud de ce nouvel espace, agrémentée de jardins et construite sur les plans de l'architecte parisien Amable Maquet. À la fin du XVIIIe siècle, les fortifications disparurent et on créa le cours Galard. Cet espace plutôt insalubre était la place des Tanneries. Elle devint place du Foirail en 1819, puis place Michelet en 1898. En 1825, sous l'influence du préfet de l'époque, Bastard d'Estaing, la promenade du Breuil prit son aspect définitif de jardin en forme d'hémicycle et ses allées furent plantées d'ormes et de peupliers. Il fut baptisé Jardin Henri Vinet en l'honneur du maire qui avait décidé d'y entreprendre de gros travaux vers 1866. Le jardin nécessitera 40 ans de travaux et de plantations. En 1837, la loi du 27 Ventose institue un tribunal de première instance.
Sur cette photo, prise entre 1837 et 1893, sans le théâtre, le tribunal nous paraît aujourd'hui bien isolé sur cette vaste esplanade. En 1886, le théâtre fut inauguré le 8 juillet 1893 par Raymond Poincaré. Implanté à proximité du tribunal, il finit de matérialiser la limite entre le champ de foire et le Breuil. Ce champ de foire fut agrémenté en 1904 d'une fontaine en pierre de Volvic en hommage à Augustin Chassin, magistrat et historien français. En 1851, on construisit un premier musée, mais c'est en 1868 qu'Antoine Martin bâtit le musée Crozatier. On le devait à la libéralité de Charles Crozatier, sculpteur fondeur, originaire du Puy, aux architectes Pradier et compagnons, et au sculpteur parisien Bozio d'Illejeune. Il fut inauguré en février 1864. Vers 1859, on agrémenta le centre de la place du Breuil d'un bassin alimenté par les sources du Vourzac grâce à un legs de Charles Crozatier, encore une fois. Bozio d'Illejeune créa les statues. Au sommet, une femme vêtue à l'antique qui représente la ville du Puy. Et au-dessous, 4 personnages assis figurent les cours d'eau de la Haute-Loire, la Loire, l'Allier, la Borne et le Dolaizon. C'est en 1892 qu'avec la construction du lycée de jeunes filles par Achille Proy vraisemblablement, la place Michelet prend la forme définitive d'un rectangle. Puis la place devint la nouvelle zone d'activité et de circulation de la ville. Avec le temps, cette zone commença à ressembler un peu à ce qu'elle est devenue, un vaste espace de stationnement, mais occupé à l'époque par des charrettes, chevaux, avec des auberges, des cabarets et toutes sortes de commerces. Cette place a sa propre histoire, indépendamment de sa voisine occidentale. Elle s'est appelée Place du Foirail. C'est ce qui explique certains clichés qui nous étonnent encore aujourd'hui. Des vaches, des chevaux, des porcs, sur la place Michelet. Ce que l'on nommait la bascule, disparu il y a peu de temps, était un vestige des pesées publiques. En 1903, le concours régional hippique fut organisé place Michelet où l'on pouvait encore voir l'ancien casino, préalablement l'Eden Cinéma en 1808, qui brûlera en 1830. Sans doute parce que son emplacement et sa conformation convenaient, d'autres événements eurent lieu sur cette place. En ce temps-là, les ballons, par exemple, présents dans de nombreuses manifestations, passionnaient la foule, comme le montrent les clichés du photographe Paul Vazeille lors d'un grand rassemblement en 1906. On s'y rendit aussi lors du concours des sociétés de musique. Les chineurs venaient y chercher l'affaire du siècle, ou presque. En 1921, on y organisa un concours de gymnastique et le 14 mai 1925 se tint la manifestation de la Fédération nationale catholique qui ne pouvait que remporter un grand succès dans une ville telle que le Puy. On venait aussi assister à des compétitions sportives, comme du 14 juillet 1926 lors de ce départ du 1500 mètres. Les courses cyclistes attiraient également beaucoup de spectateurs, pour les hommes comme pour les femmes. C'est là que se trouvaient les premiers garages automobiles, Poudroux, Margerie Allègre, etc. Chez Poudroux, on vendait également les cycles Peugeot. Dès 1895, Noël Poudroux s'installa en tant que concessionnaire Peugeot Michelin, ainsi que de Dion-Bouton, à côté du café du Casino, à l'emplacement de l'actuel café Michelet. Et à cette même date, on croit savoir que c'est M. Pitavy, industriel à Espaly, qui acheta la première voiture en Haute-Loire
Une 4 chevaux Panhard, peut-être celle-ci. Mais ce qui semblait être une vocation pour la place Michelet, c'était peut-être bien l'automobile, si l'on en juge par les documents. L'automobile, dans chaque foyer, était encore loin d'être une réalité entre les années 1900 et 1960. C'est pourquoi les autocars, autobus et courriers de l'époque fleurissaient un peu partout, avec des lignes multiples très fréquentées par les voyageurs. Et justement, la place Michelet accueillait de nombreux départs, et l'ancienne gare routière à l'emplacement de l'actuel café Michelet. De là partait la liaison Le Puy-Chambon-le-Château, en Lozère, pour le compte de la fameuse SOTAC, la Société des Transports des Cévennes, et toutes sortes d'excursions vers d'autres régions de France. Un service public par automobile journalier et rapide, tel se définissait ce transport, qui partait du Puy jusqu'à Langogne. Dès 1912, il fut concurrencé par le train. Les cafés de la place Michelet servaient de lieu de rendez-vous et de correspondance des autobus de la STAL, c'est-à-dire la Société des Transports Automobiles de la Haute-Loire, créée en 1909. Et du PLM. Ici, devant le café stéphanois de Pierre Gamon, il y avait 2 départs quotidiens pour Caire et le lac du Boucher. Mais la place s'est prêtée à bien d'autres usages à propos des automobiles. Mais aussi, bien sûr, au stationnement. Le sourire de Fernand Reynaud sera le dernier pour nous des événements qui ont animé la place Michelet. Le moment est venu de conjuguer le temps et l'espace, le présent et le passé. Avec une vue générale, on se rend bien compte de l'évolution considérable de cette place. On peut constater à quel point le paysage était dégagé. En plus de l'édicule caractéristique de l'époque, bientôt remplacé par un urinoir souterrain rappelant une entrée de métro, appelée également à disparaître. On peut observer un alignement de magasins, à commencer par la grande brasserie centrale, qui s'est aussi appelée le Café du Globe. Et qui deviendra donc la pharmacie centrale. Plus loin, un grand bâtiment occupé par un café ou café-restaurant et une officine de vétérinaire fut ravagé par un incendie en 1928. C'est là que s'installera le Majestic. Le magasin de fleurs Bernard et Muller, qu'on a connu dans les années 60, existait déjà à cet emplacement. Et avant, l'avenue Georges Clemenceau devait être un café de la paix qui avait précédé la banque actuelle. Nous voici à présent à l'angle nord-est de la place Michelet. C'est peut-être là que les changements ont le plus modifié le paysage. Au loin, le bois de la Roche-Arnaud. Au début du siècle, à l'emplacement du bar des Colonnes, l'établissement Margerie Allègre était un entrepôt de coques, charbon et vin en gros. Bien avant la brasserie du Central et jusqu'à sa démolition, le bâtiment du casino que voici devint ensuite l'Eden Cinéma. Construit en 1908, ce dernier a brûlé en 1930. Au début du siècle dernier et jusqu'à sa démolition, la salle des ventes se trouvait dans le bâtiment du théâtre de l'Alcazar, place Michelet, devenu ensuite l'Eden Cinéma avant qu'il ne disparaisse. La salle des ventes se transporta alors à l'autre extrémité de la place où a été prise la photo de Maître Garnier. Les bâtiments des cycles Poudroux, d'un café, du vétérinaire Terré
et d'un magasin de peinture pour voitures avaient sans doute été les premiers garages automobiles du Puy, desservis par l'ancienne gare routière devenue le bar Le Michelet. Nombre de véhicules ont été illustrés devant cette maison qui a gardé ses caractéristiques. Puis on a rasé tous ces édifices, ainsi que ceux qui se trouvaient derrière. Certains ont pu résister un temps, mais, par exemple, qu'était devenue la commanderie des Templiers Saint-Barthélemy. On peut encore l'entreapercevoir un temps, mais elle n'a pas résisté à la construction de la cité Négotia. Nous voici arrivés à la hauteur du journal L'Éveil, au numéro 9. Si l'on en juge par les volets et les supports de balcon, nous sommes en présence ici d'une imprimerie, siège du journal L'Avenir de la Haute-Loire, journal républicain libéral qui précéda L'Éveil de la Haute-Loire. En 1944, date de son premier numéro, ce dernier fonctionna ici, place Michelet. On peut en apercevoir les locaux derrière la journaliste André Bergogne. En 1962, bureaux et ateliers installés dans les caves de ce bâtiment devaient déménager pour laisser place aux immeubles modernes. Le quotidien s'installa rue de la Passerelle, à l'emplacement des locaux de l'actuel commissariat, avant de revenir place Michelet. Sur le côté sud de la place, nous longeons un bâtiment important qui est aujourd'hui une école primaire ainsi qu'un restaurant pour les élèves du collège Jules Vallès. Mais ce fut aussi le lycée de jeunes filles depuis 1892, comme nous le rappellent d'émouvantes photos d'antan. Il s'appelle Cinédic, mais ce n'est pas un chien. Pour satisfaire les normes de sécurité, il a remplacé les cinémas de notre jeunesse. C'est une masse qui présente une architecture économique sans doute, mais uniforme et sans charme. C'est pourquoi sans doute elle est surtout photographiée de nuit. Supprimer les pissotières et le poids de ville. Place à la circulation automobile. Passé le bâtiment du tribunal, le théâtre. Les deux bâtiments ont reçu de nouvelles peintures qui harmonisent la tonalité sombre de la pierre de Denise du tribunal et la blancheur éclatante de la pierre de Blavozy du théâtre. Bernard Féminier rappelle qu'il s'agissait de remplacer l'ancienne salle de spectacle datant de la fin du XVIIIe, démolie en 1880 pour faire place au marché couvert. La salle de l'Alcazar, surnommée le provisoire, ne pouvait représenter qu'une solution provisoire, justement. Devant l'impatience des Poneau, il fallut attendre une décision. Mais au moment de choisir l'implantation, les avis étaient très partagés. À la place Hollen, trop cher. Au boulevard Saint-Louis, à côté de l'hostellerie de la Poste. Ou encore à l'angle du fer à cheval, dans le jardin. Au premier étage de la Halle au Grain. Et puis dans l'esprit de certaines autorités ecclésiastiques, si près de la semaine religieuse de 1893, édifier un théâtre, n'était-ce pas donné dans l'immoralité en montrant les vices et défauts de la société ?
Il fallut traverser bien des tergiversations avant de procéder à la construction. 7 ans séparèrent la prise de décision finale en 1886 et l'inauguration en 1893 par Raymond Poincaré. Non seulement les mœurs ne subirent pas de dépravation, mais ce théâtre à la française et à la salle à l'italienne, pouvant contenir 609 places, est inscrit aujourd'hui au titre des monuments historiques, machinerie et foyers compris, par arrêté du 30 septembre 1991. En 2004, d'impressionnants travaux de restauration redonnèrent à cette petite merveille tout l'éclat de son origine. La place elle-même a été le théâtre de nombreux événements. Ville d'art et surtout ville sainte, elle a justifié ce qualificatif en raison des cérémonies religieuses qui ont animé la place du Breuil en particulier. C'est l'un des documents les plus anciens qui illustre la cérémonie de clôture du Jubilé de 1800. Et les cérémonies religieuses, il y en eut pléthore. Le 11 septembre 1860, la fête de l'inauguration de Notre-Dame de France remporta le même succès. N'oublions pas non plus le Jubilé de 1910. Ni le 29e de 1932. Ville sainte, certes, mais aussi en raison de la caserne du 86e d'infanterie de l'époque, l'épée rejoignait le Goupillon dans l'engouement des Poneaux. Les documents que l'on a conservés concernent aussi bien le départ enthousiaste pour les champs de bataille que le retour salué par de nombreuses cérémonies. En revanche, aucun document pour illustrer le départ de la Deuxième Guerre mondiale, et pour cause, mais la célébration de la Libération, elle, est riche en photos. La politique contribua également à l'animation du Breuil. Le 14 août 1900, la photo des sapeurs-pompiers qui rendent les honneurs au maire, Félix Boudignon, préfigure une multitude d'autres réceptions comme celle en 1920 du président de la République, M. Alexandre Mirand. Et en 1939, c'est une foule très importante qui accueille Philippe Pétain. En 1950, les avocats ne semblent pas être là pour parader. En 1959, au Puy-en-Velay, comme dans d'autres villes, le général de Gaulle prononce une allocution destinée à donner la note de son septennat. Mais avec les réactions des agriculteurs en particulier, et malgré la visite de Jacques Duhamel en 1961, la situation sociale reste compliquée. Le Breuil n'avait rien d'un terrain de sport, mais il convenait assez bien au landy, à la pratique de la course cycliste, et en particulier à des étapes du Tour de France, et au passage de rallye automobile. Très régulièrement, chaque année à la Toussaint, la vogue, comme on avait coutume d'appeler notre foire du trône locale, envahit les moindres recoins de la place. Qu'est devenu ce cher Tonio, clown à la retraite, qui assurait un public fidèle vers un stand de loterie devant lequel je serais resté des heures dans un parfum suave de chics et de croustillons hollandais. Extrêmement festifs et populaires, les concours musicaux apportaient cette petite dose culturelle très recherchée au début du XXe siècle.
C'est à la fin de la dernière guerre mondiale, entre 1945 et 1949, que la commune libre du Vieux-Puy mit ses activités complètement déjantées au service de bonnes causes. Plus récemment, lors de la 3e semaine de septembre, les fêtes du roi de l'oiseau transportent la ville au XVIe siècle. Le jeu de l'oiseau, qui consistait à abattre un oiseau de chiffon appelé le papegay, est apparu pour la première fois au Puy-en-Velay en 1524 et fut recréé par la troupe Théâtre de l'Alauda menée par Jean-Louis Roqueplan et Hervé Marsillat en 1986. C'est toute la ville qui est envahie et c'est l'occasion de retrouver sur la place du Breuil une atmosphère toute particulière, baignée d'une bonne odeur de feu de bois, entre autres. Mais dans la tradition du Breuil, l'esprit de commerce n'est jamais resté bien éloigné, jusqu'à l'organisation relativement récente de la Foire Exposition. On aurait tort de passer sous silence ce qui fut la charmante tradition de faire le Breuil, qui consistait à faire des allers et retours à l'ombre des platanes de préférence, sur ce qui fut sans doute autrefois le cours Gaillard. C'était pour les jeunes surtout l'occasion de faire des rencontres, parfois galantes. Cette tradition a disparu depuis bien des années. Le règne de plus en plus envahissant de l'automobile rendait les conditions de vie intolérables. La surface de la place Michelet et celle du Breuil ne pouvaient suffire pour garer les véhicules. Il fallut prendre la décision de creuser pour garer. Un garage souterrain s'imposa à la raison, mais la réalisation ne se fit pas dans la simplicité. La décision fut prise lors d'une séance historique du district en janvier 1981, au cours de laquelle on ne retint pas l'entreprise extérieure, pourtant la moins distante, pour faire jouer la préférence locale. Ce fut un suspense total lors du dépouillement. Mais le succès fut immédiat. 195 000 entrées en 1983, plus de 220 000 en 1985, sans compter celles des abonnés. Par la même occasion, un passage souterrain permit de traverser le boulevard en toute sécurité. Et c'est ce que nous allons proposer pour une visite intemporelle du côté commerçant du boulevard. À l'angle de la rue Crozatier, le numéro 43 est caractéristique de l'évolution des commerces de l'avenue. Plusieurs commerçants y ont tenu boutique avant la maison Marion, traiteur, sandwich, pain, pâtisserie. Ce document date de 1950 et l'on note la présence d'une station-service Citroën avec une pompe à essence. Ce n'est pas pour faire le plein que les membres du groupe cyclotouriste du Puy, en partance pour la Sainte-Baume, figurent sur le cliché, mais cela indique qu'en 1957, la station était toujours là, à côté d'une pâtisserie qui était peut-être le début du salon de thé à la brioche de monsieur et madame Gallien, visible également sur une autre photo. Sur celle-ci, on remarque que la boutique Citroën a été remplacée en 1970 par un magasin de dentelle qui mérite une mention spéciale en raison de sa propriétaire, Mademoiselle Boyer-Manet, qui avait la particularité d'adorer les animaux de compagnie et affichait entre autres des poèmes, photos et autres textes sur les animaux dans ses vitrines. C'était le quartier général de nos amis à quatre pattes. La Boyer-Manet, comme on en parlait avec mépris, à l'origine contrôleur du trésor public, Serena pour l'amour des chiens. C'était pourtant une figure locale tellement attachante, avec son ami 6 Citroën break rouge, une véritable niche ambulante. La pâtisserie a pris le nom de Bergerac. En 1974, on retrouve la brioche derrière un rassemblement de cyclotouristes, décidément, au départ pour la première randonnée de l'année. Leur présence s'explique par le Café du Loiret,
tenu par M. Lazer, si ma mémoire ne me trahit pas. C'était leur siège de l'époque. Ce café du Loiret figure déjà dans des documents des années 1900, à proximité d'une pissotière, bien pratique pour les gros buveurs. Aujourd'hui, la pissotière a disparu et le café du Loiret a laissé place à la brasserie L'Anicien. Au numéro 41, dans les années 50, un marchand de journaux et l'agence de voyage Velay Voyages occupaient une partie de l'emplacement actuel du Crédit Agricole. Elle organisait toutes sortes de souhaits d'évasion, et particulièrement sur la Via Potiensis, chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, qui commença vraiment à redevenir à la mode dans les années 70. Les chemins de Compostelle ont été désignés premier itinéraire culturel européen par le Conseil de l'Europe en 1987. Plus tard, l'agence de voyage vogua vers d'autres cieux. Enfin, pas plus loin que le boulevard Maréchal Fayol quand même. Le Crédit Agricole, dont la vitrine occupait la deuxième entrée en forme d'arche, en profita pour opérer un glissement vers la droite et s'agrandir. Du moins, on peut le supposer. Il faut dire que si les débits de boissons étaient nombreux au XIXe et XXe siècle, les banques, assurances et autres agences immobilières les ont bien remplacés de nos jours. C'est un coiffeur que l'on peut apercevoir en 1949 au numéro 39. Puis l'opticien Eschegu, qui lui succéda à ce numéro, aujourd'hui remplacé à son tour par un audioprothésiste, fut également transféré au boulevard Maréchal Fayol. Il y eut là un tout petit magasin qui vendait de la verveine. La commerçante s'appelait Madame Cluzel ou Cruzel. Au 37, on trouvait une bijouterie. Mais le numéro 37 bis était déjà occupé par l'opticien Boyer avant 1945, et c'est Pierre et Rose Linossier, deux opticiens stéphanois, qui le remplacèrent, et qu'on retrouve toujours à ce numéro en 2021. Entre 1900 et 1920, c'était le magasin Au Bon Goût. Il occupait le numéro 37. Approchez, approchez, lingerie, bonneterie, gants, corsets, fourrures. Et en commerçant avisé, Monsieur Dubois laissait entendre que sa marchandise était à la fois élégante et solide, afin de rassurer la clientèle urbaine et rurale. Les numéros précédents étaient alors occupés d'abord par un magasin de dentelle jusqu'en 1910, suivi lui-même d'un coiffeur en 1913, et ensuite par un autre dont on peut se demander ce qu'il vendait avec simplicité. Peut-être des sous-vêtements, en toute simplicité. Toujours au numéro 37 bis exactement, un photographe, M. Pozzo, avait tenu le studio Ovelay artistique dans les années 1900. Quant à la cave à cigares, Bartolozzi, encore au numéro 37, mais peut-être la numérotation a-t-elle évolué, c'était sans doute ce Porsche, à côté du Bon Goût. L'opticien Boyer occupait également ce même numéro, en 1930. Et en y regardant bien, on serait en droit de parier que, de nos jours, ces dames viennent précisément au même endroit pour se protéger de l'outrage des ans. En analysant cette photo dans la direction de ce qui a une forte chance d'être le numéro 35, on aperçoit une vitrine en bois, avec, au-dessus, un petit balcon un peu avant, et un autre, plus grand et un peu plus loin. On se rend compte, en observant d'autres documents, que cela correspondrait exactement à l'emplacement du café du théâtre, ce qui le situerait au même endroit que le magasin L'Ami Caline, avec les deux balcons de part et d'autre. On se souvient que le créateur du café, François Fayol, avait très mal vécu en 1956 la destruction de la devanture en bois mentionnée précédemment et que l'on peut apercevoir sur les documents. Ce café du théâtre fut un haut lieu de la convivialité ponote. Il existait depuis très longtemps lorsque François Fayol décida de le rénover. Dans les années 60, nous étions nombreux à nous y retrouver et l'on appréciait beaucoup les filles de François, Lily et Yvonne, ainsi que le fils de cette dernière, Jeannot Besson, et les garçons de café, aussi bien Pierre que Jeannot Vidal. Sur l'image,
C'était un lien d'amitié authentique qui unissait la clientèle à cette famille. Et ce sont des pics et joyeux moments qui parsemèrent l'histoire de cet établissement qui prit fin dans les années 80. Au numéro suivant, à savoir le 33, à l'emplacement du magasin Amplifon et de l'entrée en arcade suivante, assez caractéristique, la papeterie Roux occupait les lieux. Plus tard, le coiffeur Léonce s'installera au numéro précédent. Avant la guerre de 14, pense-t-on, la maison Pichois était spécialisée dans la dentelle. Plus imposant, avec sa terrasse couverte et ses tentures, on reconnaît ici le Grand Café de Paris, toujours au numéro 33, qui devait sans doute occuper toutes ses entrées en arcade. Le Café de Paris était le rendez-vous de la bonne société Ponote. Il fut aussi le siège du Cercle de Saint-Hubert jusqu'en 1900. Installé au Breuil, ce cercle des Amis de Saint-Hubert remonte au XVIIIe siècle et voit le jour au Puy le 22 février 1762. Cette société synégétique, qui se rapporte à la chasse, avait une vocation de convivialité et de pensée. Ces chevaliers, dits de Saint-Hubert, s'adonnaient au plaisir de la chasse, de la table et du jeu. Les sociétaires devaient obligatoirement assister au repas, sinon ils étaient taxés de 3 livres, une forte amende pour l'époque. En septembre 1955, il fut remplacé par le magasin Max, qui devait son nom au chien de la patronne, ouvert par la maison Blanc-Bobet. Employé à cette date pendant les vacances par cette même maison Blanc-Bobet, 6 place du Martouret, en remplacement de cette imprimerie, il m'arrivait d'accompagner M. Blanc, bien connu du milieu footballistique, pour des livraisons chez Max, avec mon acolyte Lyotard à bord d'une 2 chevaux camionnette. J'avais alors connu mes premiers émois sentimentaux d'adolescent. Je trouvais en effet ces dames tout à fait charmantes. En 1963, Supermax doubla sa surface de vente en se lançant dans le domaine de l'alimentation. Nouveau pour l'époque, et outre son application pratique, un escalator faisait aussi la joie des enfants. À l'emplacement de Supermax actuellement consacré aux sous-vêtements, la potinière donnait à la jeunesse l'occasion de boire un verre avant d'aller faire le Breuil. Joe Barthelmy, un pâtissier de la rue Pansac, connut une grande popularité comme patron de ce bar, La Pau. Ce n'est pas le départ d'une course cycliste qui retient maintenant notre attention, mais plutôt ce qui est vraisemblablement le Grand Café de Paris, d'une part, avant lequel se trouvait une confiserie à cette époque, mais aussi l'hôtel des Ambassadeurs. Et il faut dire que cet emplacement a connu de nombreux bouleversements. Avant l'hôtel des Ambassadeurs, il y avait eu l'hôtel du Palais Royal, visible sur une gravure de 1853. L'hôtel des Ambassadeurs était un établissement de grande classe. Au rez-de-chaussée, il y avait apparemment différents commerces, dont la boutique de souvenirs Véro Mathieu, éditeur et distributeur de cartes postales, auquel succédera le laboratoire d'analyse Mathieu. 2 enseignes signalaient sa présence, une sur la façade, l'autre sur un arc soutenu par 2 colonnes en fonte sur le trottoir. Son entrée principale s'ouvrait sur sa façade du Breuil, alors qu'un autre accès donnait sur la rue Chaussade, à l'emplacement de ce qui est pour nous aujourd'hui l'ancienne trésorerie. Parmi ses clients, Charles Dupuis avait une suite pour recevoir ses électeurs lorsqu'il venait au Puy. George Sand séjourna dans cet hôtel en 1859. « Nous sommes logés splendidement et bien nourris », disait-elle de cet hôtel où elle passa 11 nuits. Propos dithyrambiques qu'elle était bien loin d'avoir exprimés à propos de la région et de ses habitants. Ce qu'était l'entrée du cinéma Family, l'un des 4 cinémas de la ville avec le Ciné France, le Moderne et le Foyer. Est aujourd'hui devenu un passage pour aller au magasin de la Verveine et à la brasserie La Distillerie. Au numéro 29, l'opticien Martel occupe tout l'espace. Déjà en place en 1891, une partie était occupée par le chapelier Émile, lui-même installé depuis 1934. Au numéro 27, la librairie Philippon précédait le Café du Palais.
vraisemblablement ainsi nommé en raison de la proximité de l'hôtel du Palais Royal, car c'est en effet l'un des cafés les plus anciens sur la place du Puy. La rue Portéguière. Dans un passé lointain, les eaux de la ville s'écoulaient par là, comme nous l'avons vu, d'où son nom. Elle existait au moins depuis l'année 1271. Elle a pris le nom de la porte donnant sur la prairie du Breuil et dont on trouve la première mention en 1241. Elle est citée dans les documents avec les variantes suivantes. En 1340, Carreria des Porta et Gueira, à quelque chose près. En 1611, rue de Portesguère. En 1685, Porte Aiguière, avec une orthographe spéciale. Au numéro 26, le joaillier Artéor fait aujourd'hui relâche. Mais les plus anciens se souviennent peut-être du coiffeur Pedro, dont le salon faisait l'angle. Il y avait bien longtemps que des coiffeurs étaient installés là, comme en témoignent les photos. Le magasin suivant le salon de coiffure, sans doute au 25 ou 23, fut une bijouterie-horlogerie au début du XXe siècle. Le numéro 21 est aujourd'hui entièrement occupé par une banque. En observant de plus près, on peut noter que les ouvertures en arc de cercle correspondent à celles de la hutte où le couple Viltel vendait entre autres des Dinky Toys dans les années 50-60. Les modèles étaient exposés dans des cases en bois. Le bazar Froquière avait déjà occupé ce numéro 21. Dans ce magasin de la place du Breuil, on trouvait de tout. Des valises et tout pour le voyage, de la vaisselle, des lessiveuses, des articles de ménage, des voiturettes pour enfants, des jouets, des vêtements. L'entrée était libre et la vente bon marché. Quant à la partie suivante du 21, elle fut un temps occupée par l'entreprise de matériel agricole Massey-Ferguson. Et juste après, le petit tambour était tenu par Michel Taillebaud et sa maman. Il fut vendu en 1973. Les plus anciens doivent se souvenir que les jouets qu'on leur offrait à l'époque venaient peut-être de ce petit tambour. Jusqu'aux années 60, il y avait tout à côté les établissements Combes, qui vendaient du matériel agricole également. Spécialisés dans le matériel pour les maraîchers, il y avait eu une démonstration des premières rampes d'arrosage. C'était tout nouveau pour la profession. Mais le bâtiment très ancien s'est effondré vers 1971-72. Seule la façade du Breuil est restée en place. À d'autres époques, peut-être encore certains détails sembleraient aussi révéler un café. À côté, il y eut la Botte d'Or. Logiquement, on venait bien sûr là pour acheter des chaussures. Puis la suite du bâtiment fut occupée par le Café du Commerce, où venaient sans doute se désaltérer les clients du Grand Bazar de la Parisienne vers 1929. Le grand magasin à la Parisienne occupait les lieux il y a fort longtemps. Aujourd'hui donc des banques. Nous arrivons au numéro 15. À cet emplacement, le studio Trévis, précédemment situé au boulevard Maréchal Fayol, me semble-t-il, avait également été précédé par la Parisienne. La preuve. En analysant une photo datant de 2021, on peut repérer deux balcons. Le premier près de la rue Portéguière, le second au-dessus des photos Trévis. On retrouve ces deux balcons sur une de nos photos anciennes, permettant ainsi d'établir la relation entre la Parisienne et le studio Trévis. Au numéro 13, la configuration du bâtiment nous autorise à penser que le magasin de vêtements pour femmes, Promode, fut précédé par un salon de thé, le Couvige. Dans les années 60, le Couvige était tenu par Mario, Yvonne. Ensuite par Vidal Aîné et de Mars, qui se lancera dans l'élevage des truites du Lignon, du côté de Failly-sur-Lignon.
On pense qu'il fut racheté par Simone Boyer et transformé en pizzeria, le Fouchtra, fin des années 70, début 80. Au niveau de l'actuel Crédit Lyonnais, au numéro 11, après le bazar La Parisienne, il y avait un café, dit le Café de l'Univers, nom qui lui avait vraisemblablement été donné en raison d'un autre bazar à ne pas confondre avec le précédent, le Grand Bazar Universel. Au-dessus de ce café, on peut apercevoir les fenêtres en demi-cercle, celles mêmes que l'on peut voir au-dessus du Crédit Lyonnais. Mais entre le Café de l'Univers et le Grand Bazar Universel, il y avait le Café National. En marge du sujet, il nous est donné d'apercevoir 2 couvreurs au travail sur les toits. Assez vaste pour occuper les numéros 7 et 9, le Grand Bazar Universel précéda les Nouvelles Galeries, dont le premier étage était spécialisé dans l'alimentation. Les Nouvelles Galeries devinrent prix unique, Uniprix, puis Monoprix. C'est aujourd'hui devenu la halle aux vêtements. Au numéro 3, la pharmacie est toujours en place, mais s'est agrandie récemment. Le bureau de tabac aussi n'a jamais changé de place. La chapellerie a disparu depuis longtemps. Et au numéro 1, à l'angle de la rue Saint-Gilles et du Breuil, la terrasse d'Isa a remplacé la chocolaterie Charpin, inaugurée le 4 mai 1969 sous le nom de Spécialité du Vieux-Puy. À l'angle nord-ouest du Breuil, la place aux Laines a bien changé. Elle a perdu le commerce qui lui avait donné son nom. Aujourd'hui, plantée d'arbres, elle est réservée aux terrasses des cafés qui la bordent, le Yams et le bar de l'aviation. Ce dernier déjà là il y a un demi-siècle. On avait l'habitude d'un petit coup à la Via, chez Chaumet. Maintenant, ce choucas a pris ses habitudes à la place aux Laines. Il vient volontiers picorer et boire à la table des clients des terrasses des 2 bars, qu'il ne manque pas de remercier d'un gentil petit gazouillis. Au même numéro 2, mais bien avant les cafés, c'était le royaume de la TSF, la téléphonie sans fil, l'ancêtre de la radio, magasin géré par M. Pouchol. Au numéro 6, au même endroit que la brasserie La Trifole, mais peut-être bien dans les étages, Michel Jouve faisait dans les assurances nommées Le Nord. Un numéro 6, ma foi, fort actif, puisqu'un chirurgien dentiste y avait également exercé son art. Le Nord. Et puis, dans ces parages, mais on ne sait plus très exactement où, se trouvait le bar La Hutte, dont le propriétaire Henri Condy se doublait d'un homme de théâtre réputé sur le plan local. Le voici d'ailleurs honoré par Pierre Philibert, maire du Puy, et son adjoint à la culture Jean Roche au début des années 90. Juste avant la rue du Faubourg, le bar La Méditerranée avait précédé le Paris-Saigon. Sur la photo de l'époque, installé sur la rampe, un perroquet empaillé. De son vivant, au temps du 86e régiment d'infanterie, il lançait au troufion en route vers le camp de tir des Snacks « Portez armes !» On l'avait donc baptisé de ce nom. À noter que l'enseigne Lamure est celle d'un charbon dont le concessionnaire local du nom d'Abougie était installé place du Breuil. Faute de mieux, il nous faut arriver au numéro 32, au bar du Jardin, pour raviver le souvenir de celle qu'on nommait avec respect et amitié la Taïa. Les rugbymen avaient rendez-vous les dimanches matins chez elle et sa fille Maryse pour les déplacements à l'extérieur. On peut dire sans se tromper que c'était le 16e joueur de l'équipe. Et les jours de Saint-Nation, ça ne rigolait pas à Place du Breuil, au bar du Jardin. On ne peut en finir avec la place du Breuil sans évoquer un rôle particulier joué par le rez-de-chaussée du théâtre. Certains se souviennent sans doute avec nostalgie de la brasserie. On y donnait des bals assez sélects avec l'orchestre Les Troubadours, dirigé par M. Ravert.
Puis ce fut l'office de tourisme de la ville, avant de finir en pôle. Il faut dire que c'est un terme qu'on apprécie beaucoup chez nous, avec le pôle modal par exemple. Aujourd'hui, on y vend tout simplement des billets.